Si vous êtes attiré par les émissions qui parlent de survie, de courage et de vie en pleine nature, alors Mountain Man vous a probablement captivé dès le début. Mais ce n'est pas seulement une question d'allumer un feu ou de poser des pièges à fourrure, c'est une plongée dans la vie réelle de personnes qui vivent de manière brute, difficile, loin du confort moderne. Et personne n'a incarné cet esprit mieux que Tom O'Hare. Ancien cow-boy de rodéo, il a tourné le dos à la célébrité et aux blessures pour se construire une vie au cœur de la vallée de Yaak, dans le Montana. Tom est rapidement devenu l'un des favoris du public. Mais si les caméras ont su capturer sa force, elles ne pouvaient pas tout montrer. Derrière cette résilience silencieuse se cachait un homme confronté à des douleurs personnelles, des pertes, la maladie et des décisions que même un homme des montagnes ne voudrait jamais avoir à prendre. Voici le côté de Tom O'Hare que vous n'avez pas vu à la télévision. Et c'est peut-être le chapitre le plus difficile de sa vie. Il a failli mourir dans l'arène. Né en 1943 et élevé près de Rockford, dans l'Illinois, Tom O'Hare semblait destiné à une vie de dureté dès ses premiers pas. Fils de Chick O'Hare, un célèbre dompteur de chevaux et artiste dans les spectacles du Far West du début du XXe siècle, Tom a grandi plongé dans le folklore et le style de vie de la frontière américaine. L'influence de son père était immense, structurant l'enfance de Tom autour des chevaux, du cuir et de la vie en plein air. Dès son plus jeune âge, il a été bercé par des récits et des savoir-faire que beaucoup ne connaissent plus aujourd'hui que dans les livres d'histoire ou les reconstitutions. Pour Tom, c'était simplement le quotidien. En grandissant à la campagne, Tom et son frère aîné étaient de véritables esprits libres. Leurs journées étaient rythmées par l'exploration, le froissement des feuilles sous leurs pieds et le son des selles et des sabots. La nature sauvage était leur terrain de jeu, et les chevaux, leurs plus fidèles compagnons. Mon père était un vrai homme de cheval, et il nous a transmis cela à mon frère et à moi, a un jour raconté Tom. À l'âge de 7 ans, leur père leur apprit l'acrobatie équestre. Ces figures audacieuses réalisées sur le dos de chevaux au galop. Un passe-temps dangereux pour des enfants, mais qui alluma une étincelle dans le cœur de Tom, une passion qui ne ferait que croître au fil des années. Le frisson, le danger, la maîtrise de l'homme sur l'animal, tout a commencé là. À l'adolescence, Tom cherchait déjà plus de risques, plus de défis, plus d'aventures. À seulement 15 ans, il développa une nouvelle obsession. Le rodéo. Armé de sa corde et de son sac d'équipement, il convainquit sa mère de le conduire jusqu'à la sortie de la ville. De là, il fit du stop jusqu'en Ohio. Sa mission, devenir cavalier de taureaux et de chevaux sauvages à un niveau professionnel. Et il ne se retourna pas. Ce n'était pas un simple acte de rébellion juvénile. C'était une vocation. La confiance silencieuse de sa mère lui suffisait pour le propulser dans une vie imprévisible et pleine de dangers. Le courage et la détermination de Tom finirent par payer. Au début des années 1960, il s'était déjà fait un nom au sein de l'International Rodeo Association. Réputé pour son audace et son habileté, il se classait régulièrement parmi les meilleurs cavaliers du pays. Il vivait pour l'adrénaline et le rodéo était devenu le centre de sa vie. Pendant plus de 20 ans, Tom participa à des compétitions dans tout le pays, conquérant les foules et remportant de nombreuses distinctions. Il atteignit même à 8 reprises la finale internationale de rodéo, une preuve incontestable de sa force physique et de son éthique de travail acharné. Mais la gloire avait un prix. Dans un sport où les blessures sont attendues, presque inévitables, Tom connaissait bien la douleur. Puis vint le 14 février 1970, une date qui allait tout bouleverser. À 35 ans, Tom monta sur le dos d'un énorme taureau nommé Woolly Bugger. Dès que la barrière s'ouvrit, ce fut l'explosion. « J'avais l'habitude de passer un doigt dans ma corde, ce qui veut dire que votre main est verrouillée dedans », expliqua-t-il plus tard. Le taureau s'élança avec violence et presque aussitôt, leurs crânes se heurtèrent. Tom perdit connaissance, toujours attaché à la bête en furie. Le taureau continua de ruer violemment, piétinant Tom alors qu'il était inconscient sous ses puissantes pattes arrière.
Depuis les gradins, Nancy, celle qui deviendrait sa compagne pour la vie, assista, horrifiée, à la scène. Pendant près de 2 minutes, Tom fut projeté, piétiné, broyé, jusqu'à ce que les secours puissent enfin l'extirper. Il quitta l'arène sur une civière et resta inconscient pendant 3 heures. Ses blessures étaient graves, une commotion cérébrale sévère et des ecchymoses sur tout le corps. Ce fut l'accident le plus proche de la mort qu'il ait jamais vécu. On m'a dit que ce vieux Woolly Bugger est mort 2 semaines plus tard, se souvint Tom avec un brin d'humour. Je pense que je lui ai aussi donné une commotion. L'accident ne mit pas immédiatement fin à sa carrière de rodéo, mais il sema le doute. Bien que Tom ait repris les compétitions dès le mois suivant, il sentait que quelque chose avait changé. Son corps tenait encore, mais son esprit, lui, avait basculé. L'adrénaline perdait de son attrait. La gloire ne semblait plus valoir les risques. Il était temps d'arrêter, vous savez, alors je l'ai fait, confiera-t-il des années plus tard. Une nouvelle vie à Yaak. En 1981, Tom O'Hare a fait ce que la plupart des hommes ne font qu'imaginer dans leurs rêves. Il est parti. Mais sa décision de prendre sa retraite n'était pas un abandon. C'était une transformation. Tom ne fuyait pas quelque chose. Il poursuivait quelque chose de plus ancien, plus silencieux, plus profond. Une vie à sa manière. Avec Nancy, la femme qu'il avait soutenue à travers toutes les arènes et les blessures, Tom a quitté le tumulte, les foules du rodéo, les projecteurs, l'incertitude. Ils ont entassé ce qu'ils possédaient dans un vieux pick-up cabossé, payé d'ailleurs avec des peaux de rats musqués, et ont pris la route vers le nord, en direction des profondeurs sauvages du Montana. Leur destination, la vallée de la rivière Yaak, l'une des régions les plus isolées, rudes et sauvages des 48 États inférieurs. Ils n'avaient pas de carte, pas de plan, mais ils avaient la foi. On n'avait aucune idée de ce dans quoi on s'embarquait, ni comment j'allais gagner ma vie ici, a raconté Tom plus tard. Mais j'avais ce sentiment que, bon sang, j'en étais capable, que je pouvais y arriver. Et ainsi a commencé une nouvelle vie. Une vie fondée non sur les horaires ni les salaires, mais sur la survie. Les premiers hivers dans la Yaak ont failli les briser. Le froid ne se manifestait pas doucement. Il déferlait des montagnes, impitoyables et sans répit. Sans électricité, sans eau courante, Tom et Nancy devaient transporter leurs propres provisions, fendre du bois à la main et faire fondre de la neige pour cuisiner et se laver. Aller chercher des provisions impliquait de parcourir 80 kilomètres, aller-retour. Chaque tâche demandait de la ténacité. Chaque jour était une épreuve. Ils avaient 35 et 30 ans lorsqu'ils ont quitté le confort relatif de Troy, Montana. Ils commençaient à peine à comprendre ce que signifiait réellement vivre ainsi. Tom avait quelques notions de piégeage, acquises dans l'Illinois, mais ce n'était pas suffisant pour assurer leur subsistance. Il leur fallait plus que des peaux, il leur fallait un savoir-faire, un artisanat. Un jour, à Billings, dans le Montana, Tom entra par hasard dans une boutique amérindienne et tomba sur un mince livret de 16 pages qui allait tout changer. Ce livret expliquait la méthode traditionnelle de tannage au cerveau, l'utilisation du cerveau de l'animal lui-même pour tanner et assouplir sa peau. Ce petit livret à 3 $ est devenu leur manuel de survie. Tom s'est plongé dans cet art. Il a expérimenté, échoué, corrigé. Avec le temps, ses peaux de daim devinrent plus souples, plus durables et d'une beauté remarquable. « Il m'a fallu 5 ans d'essais et d'erreurs pour devenir bon », a-t-il confié un jour. Nancy l'a accompagné à chaque étape, en grattant les peaux, en transportant de l'eau, en entretenant le feu, en les nourrissant. Ils travaillaient comme une seule entité. Il n'y avait pas de travail d'homme ou de travail de femme. Il n'y avait qu'un seul objectif, survivre et rester unis. Le couple a commencé à participer à des rassemblements Black Powder Rendez-vous, des événements qui célèbrent l'ère du commerce de fourrure des années 1800. Là, les vêtements en peau de daim tannés au cerveau de Tom gagnèrent une réputation.
Son travail n'était pas seulement authentique. Il était exceptionnel. Les vêtements les plus prestigieux qu'on puisse porter à ces rendez-vous, ce sont ceux faits de peau de daim tannée au cerveau, déclara Tom avec une rare pointe de fierté dans la voix. Ils ont tout construit eux-mêmes, y compris leur cabane en rondin. Chaque mur, chaque poutre fut taillé, jamais acheté. Leur revenu était modeste. Tom a un jour dit qu'il n'avait jamais gagné plus de 20 000 $ en une année. Mais cela n'avait pas d'importance. C'était suffisant, dit-il en haussant les épaules. Suffisant pour vivre. Suffisant pour être libre. Avant Nancy, Tom avait été marié à Janice Fraser, avec qui il avait eu 2 enfants. Leur mariage s'est terminé et Janice s'est remariée à David Fraser, avec qui elle a passé 22 ans avant son décès en 2018. Tom n'a jamais parlé publiquement des raisons de leur séparation, mais il est clair que lorsqu'il a rencontré Nancy, il avait trouvé la partenaire qui l'accompagnerait dans les chapitres les plus exigeants de sa vie. Nancy a rencontré Tom pendant ses années de rodéo, et dès le début, elle a accepté son monde. Elle était là lors de sa blessure presque fatale en 1970, et lorsque Tom lui a proposé une vie radicalement nouvelle dans la nature, elle n'a pas hésité. Au fil des ans, elle est devenue bien plus qu'une épouse. Elle est devenue sa coéquipière, sa co-constructrice, sa raison de continuer. Ils ne vivaient pas dans le luxe, ils n'en avaient pas besoin. Leur univers, c'était de petits feux, de vastes cieux et des journées rythmées par le souffle de la terre. Pendant 17 ans, ils ont vécu totalement hors réseau, sans électricité, sans plomberie, juste la montagne, la neige et l'un l'autre. Et d'une certaine manière, cela suffisait aussi. Puis vint Mountain Men. Au début des années 2010, la vie simple et authentique de Tom attira l'attention de Warm Springs Productions, une société basée à Missoula qui développait une nouvelle série de télé-réalité pour la chaîne History, intitulée Mountain Men. Un voisin, Tim Linehan, qui avait lui-même travaillé dans la télévision, recommanda Tom au producteur. Ces derniers vinrent lui rendre visite, filmèrent une journée et comprirent immédiatement qu'ils avaient trouvé quelque chose d'unique. Tom devint l'une des figures centrales de l'émission, aux côtés d'autres hommes rustiques comme Eustace Conway en Caroline du Nord et Marty Meyer-Otto en Alaska. Mais la présence de Tom se démarquait. Il ne jouait pas un rôle devant la caméra. Il n'essayait pas d'être quelqu'un d'autre. Son sourire, son calme naturel, sa complicité avec Nancy et sa maîtrise des techniques traditionnelles en faisaient un favori du public. Malgré les caméras, Tom ne changea jamais sa routine quotidienne. Une équipe de 5 personnes le suivait 1 semaine par mois pendant les saisons froides, filmant ses activités de chasse, de tannage et d'artisanat. « Je fais simplement ce que je fais d'habitude », disait-il. L'équipe devint proche de lui, et bien que certaines scènes aient été un peu dramatisées pour la télévision, comme des rencontres avec des animaux reconstitués, Tom, lui, restait toujours fidèle à lui-même. « Ils doivent toujours faire croire que c'est plus dangereux que ça ne l'est », plaisantait-il. « Sinon, je suis trop ennuyeux. » Même si l'émission le fit connaître à l'échelle nationale, la vie de Tom dans la vallée de la Yaak demeura relativement inchangée. Il n'y avait toujours pas de réseau mobile. L'accès à Internet restait très limité. Il continuait à vivre comme il l'avait toujours fait. Mais un grand changement survint. Les commandes. La visibilité offerte par Mountain Men propulsa le commerce de tannage et de travail du cuir de Tom à un tout autre niveau. Les commandes de mocassins, de couteaux à lame en pierre et d'arcs primitifs affluèrent de plus vite qu'il ne pouvait les honorer. Un jour, un client de Floride appela en plein épisode pour commander un couteau au moment même où il apparaissait à l'écran. L'émission n'était même pas encore terminée, se rappela Tom avec étonnement. Il se mit à fabriquer des fourreaux de couteaux en peau de castor pour répondre à la demande, mais même cela ne suffisait pas. « Il ne reste pas assez d'orignaux dans la vallée pour que je puisse produire tous les mocassins que les gens veulent, » plaisanta-t-il. La ville de Yaak, avec une population d'environ 250 habitants, ne compte guère plus qu'une école, quelques bars et une petite boutique.
Mais grâce à Mountain Men, elle est devenue une sorte de lieu de pèlerinage pour les fans qui voient en Tom O'Hare bien plus qu'un simple personnage de télévision. Il est devenu un symbole d'une époque plus ancienne, plus pure et de plus en plus rare dans le monde moderne. Un homme des montagnes, rattrapé par la vie. Dans la saison 11 de Mountain Men, les téléspectateurs remarquèrent quelque chose d'inédit. Tom O'Hare, incarnation même de la ténacité et de l'endurance, commença à vaciller. Une nuit glaciale, il eut soudain du mal à respirer. Avec Nancy, son épouse et partenaire de toujours, il dut parcourir plus de 130 kilomètres jusqu'à la clinique la plus proche à Libby, dans le Montana. Le diagnostic fut un choc. Son cœur déclinait. Ses poumons étaient remplis de liquide. Les médecins lui prescrivirent des médicaments, un moniteur cardiaque et même un gilet défibrillateur. Pour un homme qui avait affronté tempêtes de neige, prédateurs et décennies d'isolement, c'était la première bataille qu'il ne pouvait pas gagner par la seule force de sa volonté. Ce fut un tournant, non seulement dans l'émission, mais dans la vie de Tom. Celui qui avait passé des décennies hors réseau, vivant comme un trappeur du 19e siècle, se retrouvait soudain confronté à une réalité bien moderne, celle de la santé fragile et de la dépendance médicale. Pendant des années, son corps l'avait porté à travers les neiges profondes, les sentiers escarpés et les rivières gelées, mais désormais, ce même corps lui envoyait un message clair. Il ne pouvait plus continuer ainsi. Et tout au long de cette épreuve, Nancy resta son pilier, portant leur charge physique, surveillant ses traitements et l'aidant à s'adapter à un rythme plus lent. Ce n'était plus simplement survivre. C'était quelque chose de plus difficile encore. Lâcher prise. Les problèmes de santé de Tom n'étaient pas soudains. Ils s'étaient accumulés lentement au fil des années. Des douleurs persistantes, des corvées de plus en plus éprouvantes, une énergie plus lente à revenir. Mais ce n'est que lors de cette urgence vers Libye que le poids du temps s'imposa à lui. Les médecins diagnostiquèrent une insuffisance cardiaque congestive, une maladie où le cœur ne pompe plus le sang efficacement, provoquant une accumulation de liquide dans les poumons. Cela signifiait que Tom vivait désormais sous surveillance constante, machines, médicaments et nécessité de ralentir. Tom n'a jamais cherché la célébrité. Il n'a jamais eu besoin de caméra pour valider son mode de vie. En fait, s'il n'en avait tenu qu'à lui, Mountain Men n'aurait peut-être jamais été filmé. Mais une fois l'émission diffusée, sa vie tranquille dans la vallée de la Yak bascula. Sa maîtrise du tannage au cerveau et de la survie en milieu sauvage fit de lui un symbole d'autonomie et de résilience. Bientôt, ses vêtements en daim fait main, ses outils traditionnels et ses méthodes d'autosuffisance devinrent iconiques. Les fans affluèrent jusqu'à chez lui. On vit dans les bois, à environ 6 kilomètres de la frontière de la Colombie-Britannique et à une vingtaine de kilomètres à l'est de l'Idaho, expliqua-t-il à Allegheny Mountain Radio. Mais l'été dernier, environ 300 personnes sont venues chez nous pour me serrer la main ou prendre une photo. Certains venaient de tout le pays. D'autres avaient traversé l'Atlantique jusqu'en provenance de la Suisse. Ce qui avait commencé comme de l'admiration finit par devenir une intrusion. Des inconnus apparaissaient à toute heure. Des bus de touristes stationnaient parfois près de leur propriété. Leur terrain, un sanctuaire bâti sur le silence et l'intimité, devenait le décor de selfies et de vidéos sur téléphone. Ce n'était plus simplement une gêne. C'était une trahison de tout ce que Tom avait construit. La paix qu'il avait passé sa vie à rechercher était compromise par sa propre notoriété. Nancy, toujours aimable, tenta d'accueillir les visiteurs avec courtoisie. Mais au fil du temps, les visites devinrent trop envahissantes. L'attention, bien qu'honorante, grignotait la tranquillité qu'ils avaient si farouchement défendue. Leur foyer ne leur appartenait plus entièrement. Pendant des années, Tom repoussa l'idée de la retraite. Il plaisantait souvent en disant qu'il était né avec 150 ans de retard, et à bien des égards, il vivait vraiment comme un homme d'un autre siècle. Ses journées étaient rythmées par le tannage des peaux, la coupe du bois,
le piégeage et la transmission des savoirs anciens. Mais le temps, lui, n'épargne personne. En 2022, les signes devinrent trop clairs. Fatigue, essoufflement, hospitalisation répétée, tout indiquait qu'il ne devait plus seulement se soigner, mais se reposer. Cependant, Tom ne voyait pas la retraite comme un échec. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre sa retraite? Juste s'asseoir? S'interrogeait-il en interview. Pour lui, la retraite n'était pas un abandon, c'était un recentrage. Ralentir n'était pas céder, c'était survivre. Et quand son état s'aggrava à la fin de l'année 2024, il prit la décision la plus difficile, quitter la YAC. Lui et Nancy déménagèrent en Floride pour se rapprocher de leur fils Chad et bénéficier d'un meilleur suivi médical. Après 35 ans de neige, de solitude et de fumée de peau tannée, ils quittèrent les montagnes. Ce fut un déchirement, mais une nécessité. Ce n'était pas qu'un changement de lieu, c'était la fin d'une époque. Tom décrivit cette transition comme profondément émotive. La vallée de la YAC n'était pas qu'un foyer, c'était un lieu initiatique, un territoire sacré où il était devenu lui-même. La quitter, c'était affronter une nouvelle identité, fondée non plus sur la survie en milieu sauvage, mais sur la réflexion, la guérison et la famille. Nancy facilita cette transition. Elle organisa leur départ, prit en charge les traitements de Tom et veilla à ce que leur maison en Floride conserve un peu du charme rustique d'antan. Bien que la neige ne couvre plus leur toit, le couple continue de vivre simplement. Tom fabrique encore, lorsqu'il le peut, travaille le cuir et partage son savoir avec ceux qui veulent apprendre. Même si leurs corps sont désormais moins solides, leur lien, lui, reste intact. Dans les moments de calme, ils s'assoient toujours ensemble près du feu, non plus dans une cabane de montagne, mais sur un porche ensoleillé de Floride, à regarder la lumière changer et à se souvenir de la vie sauvage. Le chagrin discret d'un père. Pour toute la force et la ténacité que Tom O'Hare a montré dans Mountain Men, il existe un chapitre de sa vie qui n'a jamais été filmé, un chagrin si profond qu'aucune caméra n'aurait pu en saisir la réalité. En 2015, Tom a perdu sa fille, Keely O'Hare. Elle n'avait que 49 ans. Née le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 1966, Keely était la fille de Tom et de sa première épouse. Leur famille avait été unie. Tom, Janice, Keely et leur fils Chad. Mais la vie suit ses propres chemins. Après la séparation de Tom et Janice, Keely resta présente dans la vie de ses deux parents, un lien discret avec le passé qui comptait profondément pour Tom. Les détails de sa vie restent largement privés, ce qui correspond à une famille qui a toujours préféré garder sa douleur à l'abri des regards. Mais sa mort, survenue le 26 avril 2015, laissa une blessure que même la nature sauvage du Montana ne pouvait recouvrir. Tom en parla rarement en public. Ce silence en disait plus que n'importe quel mot. Car lorsqu'on perd un enfant, il n'y a pas de remède, pas de retour en arrière. Pour un homme qui avait survécu aux taureaux furieux, aux hivers implacables, à la quasi-famine dans la vallée de la YAC, c'était une toute autre forme de survie, une survie de l'âme. La perte de Keely l'a transformé. Ceux qui connaissaient Tom l'ont remarqué dans son regard, dans sa manière de ralentir, dans l'adoucissement d'un homme jadis défini par sa dureté. Le deuil, surtout celui qui suit la perte d'un enfant, ne disparaît jamais. Il s'installe au plus profond des os. À l'époque, Tom et Nancy vivaient encore dans leur cabane qu'ils avaient construite de leurs propres mains, au cœur de la nature reculée de la YAC. Peut-être que c'est justement cette nature qui l'a aidé à tenir. Le rythme de la survie, couper du bois, tanner les peaux, faire bouillir l'eau, lui offrait un sens. Le silence de la forêt devenait un refuge. Dans ses heures les plus sombres, la terre qu'il aimait fut ce qui lui permit de continuer. Le frère de Keely, Chad O'Hare, perpétue aujourd'hui l'esprit familial. Il vit en Floride avec son épouse, où il dirige un centre de dressage de chevaux. Un hommage personnel aux racines de cow-boy qu'il a héritées. Même si Tom et Chad ont choisi des horizons différents, leur lien reste fort.
Dans certaines interviews, Chad a parlé de son père avec respect et admiration, rendant toujours hommage à l'héritage de courage et d'intégrité transmis à travers les générations. Tom O'Hare n'a pas seulement affronté les bêtes sauvages et les hivers rigoureux. Il a affronté la perte intime, les problèmes de santé et la décision douloureuse de quitter la vie qu'il avait bâtie de ses propres mains. Quel moment du parcours de Tom vous a le plus touché? Et pensez-vous qu'il a eu raison de s'éloigner des projecteurs? Laissez-nous vos réflexions en commentaire. Et si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits comme celui-ci.